c'est le conflit. Ça, très clairement, c'est pas les touristes qui les ont tués. Les animaux meurent parce qu'on les mange. Alors, et ça, c'est aussi, moi, tous les gens que j'ai interviewés qui travaillent là-bas, ils me disent avec raison, c'est un peu facile quand vous êtes en France de conspuer des gens comme ça, il faut qu'ils mangent. Et les gens, ils sont comme tout le monde, hein, quand ils ont besoin de manger, les Rwandais ne mangeaient pas du gorille. Comment ? Les Rwandais ne mangeaient pas du gorille. Très rare. Là, c'est la guerre. Hein. Enfin, je sais pas, si vous avez, moi je veux bien, si vous avez des chiffres montrant que c'est les touristes qui ont tué alors là, c'est la première fois que j'entends ça. C'est pas le. C'est le conflit. Le gorille. C'est le gorille du Rwanda. Le gorille du Rwanda, que ce soit même le gorille asiatique, a été décimé avant les années 80. Le génocide du Rwanda a commencé, enfin, la grande période des guerres du Rwanda, c'est dans les années 80. Avant, c'était déjà le cas. Ouais, c'est pas les touristes qui ont tué les gorilles du Rwanda. C'est pas les touristes, c'est la volonté d'avoir des mâts de gorille, des crocs de gorille ou même une tête de gorille. On est d'accord. C'est pas en soi la guerre qui a détruit le gorille, c'est le. Enfin, ça va pas ranger, hein. La guerre n'arrange rien, ça. Oui. Vous demandez à Claudine André qui travaille sur les bonobos que je connais bien, elle explique à chaque fois qu'il y a un conflit, les animaux, il y a 50% des animaux qui disparaissent. Donc les conflits sont. C'est une valeur économique. Bah oui, mais vous ne pouvez pas empêcher. Ces gens-là, il faut bien qu'ils vivent. Nous, on est bien contents d'avoir une vie pleine de confort. C'est un peu délicat pour nous de dire oh bah, attendez, les Africains, ils ont qu'à se débrouiller, ils peuvent crever de faim, c'est pas grave, faut pas. Donc il faut absolument leur donner du travail. Donc tous les gens qui travaillent là-dessus, Julie Garnier, Claudine André, enfin moi, toutes celles que j'ai interviewées, elles vous disent toutes, il faut absolument. Ça sert à rien en fait de donner de l'argent. On voit bien, ça fait des années qu'on donne de l'argent à la protection animale, ça ne sert à rien. On a mis un argent fou, ça n'a servi à rien. Les animaux sont en train de disparaître. La seule solution, c'est de travailler avec les populations locales, de convaincre les populations locales, d'ailleurs c'est le travail de Sabrina Krief maintenant en Ouganda pour les chimpanzés, c'est de faire vivre les populations locales. Si les populations locales voient que l'animal les aide à vivre et à nourrir leurs enfants, ils vont protéger les animaux. Sinon, ils sont comme ici. Ici, il y a des chasseurs qui tuent les animaux. Hein. Ils font pareil. Ils tuent les animaux, notamment pour manger la plupart des... Alors peut-être pas les gorilles, ça c'est vrai, mais les autres animaux sont mangés. On les trouve sur les marchés vendus comme nous, on vend du poulet. Donc, il faut absolument donner du travail aux gens. C'est assez logique. Et notamment aux femmes. En général, ils arrivent à cette conclusion-là. C'est quand vous arrivez à faire vivre les femmes, elles vont nourrir leur famille, convaincre les braconniers qui sont souvent des frères, des cousins, des maris, des pères, et là vous allez obtenir des résultats. Et le tourisme, pour l'instant, c'est la seule façon à la fois de respecter l'animal et de faire vivre les gens. Et là, moi je pense qu'il y a un tourisme tout à fait respectueux, il suffit de regarder le Costa Rica, qui a complètement basé son économie là-dessus, principalement sur le tourisme, un tourisme respectueux. C'est un des pays... Ils ont fait marche arrière, le Costa Rica. Comment ? Ils ont fait marche arrière, le Costa Rica. Marche arrière de quoi ? Le tourisme de plaisance, entre guillemets, comme vous l'appelez avant, ça a été leur premier revenu. Et ça, après, vous pouvez travailler sur le tourisme, et ça n'empêche qu'ils vivent grâce au tourisme. Ils ont bien vu qu'ils exposaient le pays, donc ils ont fait une marche arrière. Par rapport à ce que nous, on peut avoir sur la Côte d'Azur, c'est un bétonnage. Mais non, mais on ne parle pas de ce tourisme-là, bien sûr, on ne parle pas du tourisme de la Côte d'Azur qui bétonne les... On parle d'un tourisme ruine. Je ne parle pas spécialement, je vous dis juste que bétonner les côtes, c'est une chose. Au Costa Rica, ils se sont dit, on peut, et ça, c'est des sources qui peuvent être sûres ou non sûres, mais il y a beaucoup de gens dans les gouvernements voisins et même au Costa Rica qui disent que les subventions qu'il y a pour la préservation de la nature et de la faune sont beaucoup plus importantes que l'attrait touristique et côtier. Enfin écoutez, moi je connais en tout cas, par exemple, je ne connais pas le Costa Rica, mais je connais bien la Gomera, qui est une île qui vit que du tourisme, totalement green. Je peux vous assurer qu'ils n'ont rien bétonné et qu'un tourisme respectueux de la nature, ça existe. Hein. Alors là, franchement, mais c'est une volonté. C'est-à-dire qu'en général, en effet, on ne bétonne pas les côtes, on ne construit pas forcément sur les côtes, on construit que en espèces locales, etc., etc. Donc le tourisme respectueux de la nature, ça existe. Mais ça n'a rien à voir, vous avez raison, avec le bétonnage des côtes. Vous voyez au Bhoutan aussi. Moi, je suis allé au Bhoutan, je peux vous assurer que c'est un tourisme cher, vous le payez. C'est pas un tourisme de masse. Pour le Rwanda, je vous disais, ça coûte $4 000. Vous
il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se payer 4 000 $. Hein. Donc c'est un tourisme cher, un tourisme de gens passionnés. À La Gomera, par exemple, ils ont choisi, c'est pas un tourisme cher, mais c'est un tourisme de randonneurs. Ce sont que des randonneurs qui vont là-bas et qui n'abîment vraiment pas. Les gens arrivent en général avec des baskets et un sac à dos. Hein. Et quand vous y allez, c'est une île complètement assez préservée. Donc, non, je pense que le tourisme, c'est pas parce qu'on a fait des erreurs dans les années 50 avec le tourisme de masse qu'on peut pas faire autre chose. Je pense que justement, grâce à l'animal et grâce à la nature, il y a un nouveau tourisme qui se développe en ce moment, qui est un tourisme de la nature et pour lequel énormément de gens sont très preneurs. Vous avez beaucoup de gens qui vivent en ville toute l'année et qui sont ravis, même si c'est plutôt que d'aller à Honolulu se mettre sur une plage, qui préfèrent mettre le même argent pour aller visiter la nature. En tout cas, à La Gomera, que moi je connais bien, vous avez ça, que des gens qui viennent marcher parce que c'est juste magnifique, que c'est très préservé et qu'on vient marcher dans une des dernières forêts primaires d'Europe, si ce n'est la dernière d'ailleurs. Donc, en tout cas, au Rwanda, les chiffres sont là, ça a l'air de marcher. Et vous avez vu quand même la formidable bonne nouvelle d'hier. C'est l'UICN qui a donné la nouvelle, c'est que le gorille de montagne n'est plus dans les espèces en voie d'extinction. C'est quand même... on va pas bouder notre plaisir pour une fois quand il y a des bonnes nouvelles. Et la baleine aussi, en plus. Et tout ça parce qu'ils ont lutté contre le braconnage et ils ont donné à manger aux gens. Il faut absolument nourrir les populations locales. Elles vous diront, vous êtes bien gentils les touristes blancs, mais on fait comment nous pour nourrir nos enfants? Donc, et je vois pas comment vous pouvez nourrir des populations locales en respectant les animaux à part par le tourisme. Je vois pas comment. En tout cas pour l'instant c'est la meilleure façon qu'on ait trouvée. Mais vous avez raison, il faut faire très attention à pas refaire les mêmes erreurs que ce qu'on a fait avant, ça vous avez raison. J'espère que c'est d'accord et qu'on ne refera pas les mêmes erreurs, j'espère. Et d'ailleurs, je rebondis un petit peu sur ces discussions. Des études scientifiques montrent clairement que pour sauver l'humanité et la planète, il faut que l'homme soit vigilant quant à sa propre reproduction, parce qu'on va vers une surpopulation, mais là il y a vraiment des données scientifiques, il y a de nouveau un petit peu le signal d'alerte qui dit attention, la surpopulation humaine nous mène à notre propre perte. Parce que destruction des habitations animales, destruction des autres espèces. Donc il y a vraiment une prise de conscience, je crois, mondiale sur tout ça, effectivement. Sujet tabou, hein. Difficile. Je le dis. Après tout, j'organise, j'ai le droit. Absolument. D'autres questions ou commentaires? Sophie, évidemment, ça m'étonnait. Sophie, communicatrice avec les animaux, en effet, parce que j'entends tous les partages et je me régale et je vous remercie vraiment pour cette belle journée. Je remercie Corinne, franchement, pour tout ce que tu as mis en œuvre. Encore. Et surtout aux politiques, celui que j'ai pas vu ce matin, mais manifestement il y en a un tout à l'heure. Donc on essaye à notre petit niveau. J'entendais aussi pour les gorilles, ces derniers qui m'ont appelé en plus beaucoup, moi qui ai vécu en Afrique et qui ai ma famille en Afrique, donc j'entendais pour le Rwanda, j'ai pas entendu votre témoignage au début. Par contre, ce que je sais et ce que je peux apporter aussi, et il y avait ça qui me venait à l'esprit, c'est que les enfants aujourd'hui nous apportent aussi une autre réalité. Ce sont eux qui arrivent derrière, qui n'ont pas les mêmes envies que nous, ce qu'on a pu faire avant. Et donc ils vont aussi amener une autre énergie et modifier certaines choses, en Afrique également. Et je voulais particulièrement mettre en exergue le travail de Madame Jane Goodall, qui a travaillé énormément sur ce domaine-là, sur tous les animaux des forêts, mais particulièrement les singes, les grands singes. Et elle a mis en place, pour tous ceux qui le sauraient ou qui ne le savent pas encore, des valises en fait éducatives qui traversent l'Afrique, je ne sais pas exactement dans quel pays, et qui permettent en effet comment on dit déjà les maîtres d'école, en fait, nous on appelle ça aujourd'hui, oui, les instituteurs, voilà, c'est ça,
parce que là-bas, professeurs des écoles, ils ne savent pas, excusez-moi, eh bien, ont accès à ces valises et permettent donc de donner des éléments aux enfants qui vont prendre conscience de quelle manière l'animal est aujourd'hui traité et de ce qu'il est dans leur environnement. Et ces valises, en fait, surtout permettent de faire aussi le lien sur le fait est-ce qu'ils ont besoin encore de perdurer sur la consommation de ces singes. Donc voilà, c'était mon témoignage et montrer qu'en effet on apporte tout à chacun quelque chose. On essaye comme on peut. Moi, sur ce qui m'anime le plus dans le domaine animal, c'est que ça bouge. Merci. Bonjour, c'est aussi pour vous remercier d'avoir parlé entre autres du Parti animaliste, parce que peu de monde le connaît encore, et effectivement, il faut penser aux élections européennes. Si on aime les animaux, le 26 mai, pensez Parti animaliste, c'est important aussi. Oui. Un petit peu de musique pour la fin. Une autre question? Des commentaires? Violaine, moi je voulais vous remercier du fond du cœur. Je me rappelle qu'en janvier dernier, lorsque j'ai commencé à composer le programme de cette conférence, je suis tombée sur un de vos articles et j'ai juste adoré. Et je me suis dit, moi je veux que cette dame elle vienne. Voilà. Alors j'ai juste envoyé un petit